population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à chacun et à tous, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou, c'est la dominicale de vérité franc-parler. Le 22 avril dernier, la communauté internationale a commémoré l'édition 2026 de la Journée mondiale de la Terre. Notre pouvoir, notre priorité, c'est la thématique qui a nourri les réflexions. Selon les spécialistes, c'est une meilleure formule pour engager la responsabilité de chacun et de tous sur le vaste chantier de la protection de la nature. Ce dimanche, nous revenons sur cette actualité pour cerner sa pertinence et les actes posés dans ce cadre bénin. Notre invité nous dira tout sur la terre et les gestes quotidiens à faire pour sa protection. Les stratégies définies par nos gouvernants ne seront pas occultées. Et justement, nous recevons Dr Christian Komlan Viaro. Il est agro-allieuth, directeur technique chargé de la promotion de l'économie bleue à l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Ayémé et ses chenaux, une agence sous tutelle du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Bonjour à vous, Dr Christian Komlan Viaro. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Honoré Benjamin Aoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez déposer aussi vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Merci de nous suivre sur Radio Cotonou. À nouveau, bonjour à vous, Dr Viaro. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais savoir, agro-allieuth, que peut-on retenir de cette dénomination? Merci. D'abord, c'est pour la première fois que je viens dans vos Tout à fait. Oui. Et vous allez me permettre de saluer les autorités de la maison. D'accord. Notamment monsieur le maire Luc Nyakadja. Tout à fait. Qui est un expert dans la thématique que nous voulons aborder aujourd'hui. D'accord. Je salue tous les membres du conseil communal, sans oublier mon ministre. Tout à fait. De tutelle, M. José Tonatan. Et je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de venir parler de la terre en tant qu'agro-allieuth. Un agro-allieuth, c'est d'abord un agronome de base qui a pour spécialité tous les aspects liés aux ressources halieutiques. D'accord. Voilà, donc, et quand on parle des ressources halieutiques, c'est une spécialité, c'est ça? Oui, c'est une spécialité au niveau de l'université. D'accord. C'est le titre de ceux qui ont fait l'aménagement des écosystèmes aquatiques. D'accord. Moi, j'ai fait un doctorat en aménagement des écosystèmes aquatiques et de l'aquaculture. Et dans mes formations de base, à la FSA et à l'EPAC et au lycée agricole. Faculté des sciences agronomiques. Bien sûr, oui. À l'EPAC, école polytechnique d'Abomey-Calavi. J'ai fait ma licence, le master à la FSA. Mais avant tout ça, j'ai fait le CITA, le collège d'enseignement technique agricole. D'accord. Et puis le lycée agricole Mehdi de Sékou. Donc je suis un peu produit de l'agronomie avec pour spécialité tout ce qui a trait à l'eau, notamment les ressources halieutiques. D'où vient la passion? Mais de mon père. De votre père? Oui, mon papa fut jardinier, floriculteur, le tout premier de Cotonou. Voilà, donc tous les jours avant d'aller à l'école, au primaire où j'ai fait avec de corps, il fallait aller au jardin pour arroser les plants. Au retour, il faut arroser. Donc ça a fait naître en moi une passion
pour la terre, pour l'agronomie. Et puis, dans la formation, j'ai pu découvrir tout le bonheur qu'il y a à développer la pêche pour donner de la protéine halieutique à la population, qui est très important pour la santé. D'accord. Vous vous sentez bien là-dedans? Naturellement. Oui. D'accord. Alors, on peut dire votre engagement véritablement dans ce domaine-là, ça fait combien de temps déjà? Beaucoup d'années. Je suis dans ma 27e année de service. D'accord. En juillet prochain. J'ai commencé par aider mon papa déjà à l'âge de 5 ans. D'accord. 5 ans. Et donc, aujourd'hui, si on doit dire vrai... Vous êtes dans votre marigot carrément. En effet. Ça me fait plus d'une quarantaine d'années quand même. D'accord. À naviguer entre la terre, l'eau, ainsi de suite. Merci beaucoup à vous. Vous êtes le directeur technique chargé de la promotion de l'économie bleue à l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aimé et ses chenaux. Dites-nous un peu plus sur cette agence. Merci beaucoup. Je précise, c'est sous tutelle du ministère du cadre de vie. Voilà. François, chargé du développement durable. Tout à fait. Et c'est une agence qui est née de la volonté du gouvernement de réhabiliter nos écosystèmes aquatiques. D'accord. Et l'expérience pilote a commencé par le lac Aimé et ses chenaux. Aimé et ses chenaux, c'est quoi concrètement? Bon, lac Aimé et ses chenaux, vous savez, quand on prend un lac, il y a autour de lui une série de connexions hydrologiques, des canaux qu'il alimente, des canaux que lui-même alimente. Si je prends le contexte du lac Aimé et ses chenaux, par exemple, ce lac est arrosé par le fleuve Koufou, et puis il se déverse dans la lagune côtière, les lagunes côtières de Grand Popo et de Ouida à travers le chenal Aro. Vous voyez, donc, et à côté du chenal Aro, il y a une multitude de connexions. Il y a le canal de Maweme, il y a le canal de Time, il y a le canal de Nyofa, une série de canaux qui méritent d'être réhabilités. Et si on se concentre uniquement sur le lac, et on laisse les chenaux, on aurait pêché. Donc en quelque sorte, ce sont les couloirs de passage d'eau. Oui, les couloirs des canaux qui sont connectés au lac. Qui drainent de l'eau. Exactement. Si je prends le lac Nokoué, par exemple, et la lagune de Porto Novo, il y a beaucoup d'autres chenaux qui alimentent que ce plan d'eau alimente. Vous voyez, donc déjà les actions de l'agence s'étendent au niveau du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo. C'est dire que c'est une agence qui aura bientôt en charge tous les plans d'eau du Bénin. D'accord. Et votre mission concrètement, ça consiste à faire quoi? La mission de l'agence, d'abord, c'est partie d'un constat. Le constat est que tous nos plans d'eau sont comblés. Dû aux effets de l'érosion, on va revenir dessus dans notre développement. Et l'érosion, là, c'est provoqué par le déboisement, la déforestation. Et puis, ces sédiments drainés par l'érosion comblent le plan d'eau. Associé à cela, il y a des pratiques de pêche, des mauvaises pratiques de pêche qui contribuent également au comblement des plans d'eau. Et donc, la situation est telle que si rien n'est fait, ces plans d'eau vont disparaître d'un moment à l'autre. Et puis les populations riveraines qui sont en majorité des pêcheurs, d'abord beaucoup ont déjà émigré vers les pays de la sous-région à la recherche de zones de pêche plus favorables. Et donc pour remédier à la situation, l'agence est née pour assurer la réhabilitation par dragage de ces écosystèmes aquatiques pour donner plus de profondeur au plan d'eau, pour que ces plans d'eau jouent convenablement les fonctions systémiques. Voilà, donc c'est le rôle principal de l'agence. On conçoit tout le processus de réhabilitation des écosystèmes. Et vous vous occupez de la promotion de l'économie bleue. L'économie bleue pour le commun des mortels, ça dit quoi? Oui, l'économie bleue, c'est tout ce qui est production économique dans l'eau, dans un processus de durabilité. Il ne s'agit pas de produire pour produire. Et donc, c'est l'utilisation des ressources de l'eau à des fins économiques qui s'inscrivent dans une durabilité. Et cette durabilité implique
la protection de l'eau et son aménagement, ça implique également que en tirant les ressources économiques, en tirant de l'argent entre griffes, il faut sauver également l'eau et ses ressources. Donc c'est ça, si je dois me résumer, ce qu'on entend par économie bleue. Est-ce que cette économie fondamentalement est définie? Est-ce que ça a de contenu au Bénin? Oui, ça a de contenu. Et on a même un plan stratégique de développement de l'économie bleue au Bénin. Et dans les autres pays, cette économie est beaucoup plus orientée vers les océans, vers la mer, à travers la production de l'énergie. Nous avons accès aussi à la mer. Oui, nous avons accès à la mer et nous avons notre plan qui bientôt sera mis en œuvre et qui prend en compte la mer. Mais pour le moment au Bénin, on est beaucoup plus concentré sur les plans d'eau intérieurs à travers la promotion de l'aquaculture en cage flottante. Vous voyez, en cage flottante, on produit du poisson dans l'eau et avec cette production, on protège l'eau parce que les cages laissent passer les alevins qui sont nés dans ces infrastructures piscicoles. Et puis ces alevins alimentent l'eau. Et donc ça permet un certain repeuplement du plan d'eau, naturellement, à travers cette activité. C'est un secteur d'avenir? Beaucoup. Ah bon. Si je prends par exemple le Ghana. D'accord. Le Ghana, exemple du Ghana, qui est deuxième producteur africain de tilapia, c'est grâce à ce système. Il est derrière l'Égypte. D'accord. Et si vous allez sur le lac à Kosombo, nous avons la chance de visiter ce lac. Nous avons une multitude de cages flottantes qui permet à la population d'avoir des tonnes de tilapia chaque jour. Donc c'est bien planifié. Donc si je comprends bien, si on investit sérieusement dans ce secteur, on peut donc boucher des trous en termes d'emploi, c'est ça? Je crois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Oui, d'ici à là, on doit y arriver. On doit investir forcément parce que la particularité de ce poste entre griffes à l'agence, c'est qu'après le dragage, il faut valoriser. D'accord. Et pour valoriser, il faut un spécialiste. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ce préalable. Et nous allons attaquer donc la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, notre pouvoir, notre planète. Je l'ai dit tantôt, chaque 22 avril, la communauté internationale célèbre donc la Journée mondiale de la Terre. Alors, parlez-nous un peu de ce thème. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que nous on doit savoir à travers ce thème? C'est un thème qui appelle de notre part, nous utilisateurs de la Terre, toute notre responsabilité à sa protection. Vous voyez, notre pouvoir, notre planète. En général, on dit vouloir, c'est pouvoir. D'accord. Voilà, et donc si nous voulons, donc le thème passe déjà de l'étape de volonté à l'étape du pouvoir. Ça veut dire que nous devons avoir la volonté et à travers cette volonté, nous devons agir pour protéger notre planète, notre Terre. C'est le résumé. Bon, maintenant, si on va rentrer à l'intérieur, il faut sensibiliser parce que la volonté est là, parfois, mais on n'en a pas conscience. Et donc, il faut sensibiliser tous les acteurs, toute la population à l'impératif de protéger la Terre. À travers tous nos gestes, tout ce que nous faisons quotidiennement, à chaque minute, nous devons nous rappeler que nous sommes venus de la Terre, nous devons y retourner, mais nous devons la protéger. D'accord. Alors, si on doit faire un feedback, est-ce que vous pouvez donc nous parler de la naissance même de cette journée? C'est venu quel a été le déclic pour que véritablement on puisse penser à commémorer cette journée-là? Oui, il faut dire que cette journée est née d'abord des actions de certains étudiants. Qui ont commencé par manifester pour la Terre. D'accord. 2 ans avant, la première édition a eu lieu en 1970. Déjà en 1968, les actions ont commencé. Et en 1969, il y a le sénateur américain Wisconsin Goulard qui avait déjà
commencé par mobiliser ces étudiants et en 1970, ça a été institué. D'accord. Donc, c'est déjà les étudiants au regard, les étudiants de cette époque, au regard des difficultés que les humains rencontrent, ils ont commencé par se manifester et puis ça a été institué grâce à l'action de ces sénateurs. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment d'engouement autour de cette commémoration? Bien sûr. Oui. Déjà aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 100 organisations qui s'occupent de la terre. D'accord. C'est dire l'importance de l'engouement autour de cette thématique. Donc il y a des structures à l'échelle mondiale qui vraiment s'intéressent à cette journée. Bien sûr, même au Bénin. Même au Bénin. Oui, on va y arriver. D'accord. On va aborder D'accord. l'aspect institutionnel et réglementaire. On va y arriver. D'accord. Le Bénin a également des institutions. Et au Bénin, il y a plusieurs ONG qui sont très actives dans le secteur. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a l'ONU, il y a le PNUD, et qui sont engagés dans ces activités parce que sans protéger notre terre, si notre terre disparaît, on va rester où? Donc c'est là toute la problématique. D'accord. Oui. D'accord. Et cette édition 2026, si on doit focaliser l'attention là-dessus, que doit-on retenir? Bon, pour l'édition 2026, il faut dire que au-delà des actions, d'accord, que chaque population doit mener, il y a que les scientifiques doivent s'intéresser à la chose. Et je peux dire que les scientifiques ont fait beaucoup et ils continuent de le faire, mais on veut quand même plus d'action envers la Terre. Ils ont fait beaucoup de recherches. Si je prends par exemple les équilibres planétaires, ce sont les scientifiques qui ont démontré qu'il y a des équilibres. Il y a certaines zones où les gens exploitent anarchiquement la Terre. Et scientifiquement, c'est démontré que si ce processus d'exploitation continue, mais nous courons à notre pète. Parce que si la Terre n'est pas là, on va disparaître. Oui. Donc les scientifiques sont dans leur rôle, ils continuent. Okay. Et le thème les appelle davantage à continuer dans ce sens. D'accord. Et qu'est-ce que nous on a fait au Bénin? Ah, au Bénin, d'abord, il faut dire que c'est d'abord la sobriété. Les institutions qui ont en charge cette protection s'alignent sur le thème international pour mettre l'accent sur la résilience climatique et la sobriété. Sobriété parce que on constate que nous faisons beaucoup de gaspillage au Bénin. Gaspillage? Oui. Et ce gaspillage impacte négativement la terre. Je prends par exemple. Quel domaine? Bon, celui qui va à une réception. Oui. Une réception. Lui-même sait que. Ce qu'il a pris, il ne peut pas tout consommer. C'est 2 bols d'akassa qu'il a l'habitude de manger pour être à l'aise. C'est ça. Mais comme c'est une réception, il va prendre 4. Mais le ventre là a sa capacité de rétention. Mais lorsqu'il prend 2, il ne peut plus continuer, il laisse. Mais c'est du gaspillage. D'accord. Nous gaspillons l'eau. La manière dont on utilise l'eau à certains moments montre que nous faisons du gaspillage. Même les habits là. Il y a certaines personnes, pour moi, je suis dedans, ça il faut l'avouer. Il y a des habits qui sont cousus depuis 3 ans, 4 ans. Qu'on n'a pas porté. Qu'on n'a jamais porté. Alors que derrière cet habit fabriqué, mais il y a beaucoup de ressources terrestres qui ont été utilisées et d'autres en ont besoin. Mais voilà que nous, on en a à foison et puis bon, on n'utilise pas. C'est du gaspillage. Et ça impacte la terre. Même les papiers hygiéniques que nous utilisons, mais derrière chaque papier fabriqué, mais c'est des arbres qui ont été détruits, qui ont été utilisés. Mais maintenant, lorsque tu sais que voilà la quantité que je peux utiliser, que tu en exagères,
Il y en a même qui prennent beaucoup de papier pour couvrir le pot d'abord avant de s'asseoir. Mais c'est vrai en vise d'hygiène, mais quand le système est fait... Il vaut mieux nettoyer. Il faut nettoyer simplement. Et rendre propre. Rendre propre. Donc, dans nos pratiques quotidiennes, nous gaspillons. Et nous faisons beaucoup de gaspillage, d'où la nécessité de vivre de façon sobre, mais qualité, pour ne pas impacter négativement la terre. D'accord. On va évoluer donc, et vous allez répondre à une question pertinente à mon niveau. Hein. Oui. Nous tous nous parlons de la terre, on vit sur la terre, mais bon, beaucoup d'entre nous, hein, on n'a véritablement pas la notion même sur cette terre. Oui. Alors, parlez-nous de la terre. La terre, d'abord, il faut dire qu'elle provient de la décomposition des roches. Simplement. Ah ouais. Mais ce que vous dites simplement là, pour que la nature nous produise 2 cm de hauteur de sol, il faut au moins 500 ans. Donc du temps. Beaucoup de temps. Vous voyez, donc, si on se rend compte de ça, on doit savoir qu'il faut la protéger. Parce que la nature met beaucoup de temps à former quelque chose dans la durée que en une petite action d'aujourd'hui, ce que tu es venu voir là, tu détruis. Et pour que cela se reconstitue, imaginez. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut vivre 500 ans pour dire je vais voir comment la terre là, va produire et les roches vont évoluer pour qu'il y ait la terre, je vais voir. C'est pas possible. Est-ce que vous voyez? C'est en quelque sorte une mutation vraiment en douce. Franchement, une mutation en douce. Et il faut que nous prenions conscience que la terre, la nature prend du temps pour former la terre et que nous avons le devoir, nous qui sommes locataires de cette terre pendant une centaine d'années avec la grâce de Dieu, que nous devons protéger. D'accord. Voilà. Si nous prenons par exemple le cas du Bénin, si nous prenons au sud, nous avons des plateaux qui ont des sols ferralitiques. Vous voyez, la nature a mis de fer dedans. Et ce processus a mis du temps. Et donc, si nous ne prenons pas conscience de ça, on va tout détruire. On va tout détruire. Au nord, par exemple, nous avons les sols ferrugineux également. Nous avons les sols qui sont riches en minéraux, issus de la dégradation de la roche-mère. Vous voyez? Et c'est cette roche-mère qui, dans son processus de décomposition, nous produit de la terre. D'accord. Alors, si on fait donc la liaison, la terre au Bénin et la célébration de la journée mondiale de la terre, on doit retenir quoi? Bon, si on fait la liaison, d'abord, il faut retenir que nos dirigeants ont conscience de la situation et ont pris beaucoup de dispositions pour que les populations que nous sommes, nous prenons conscience de l'utilisation de la terre. Et si on doit retenir également quelque chose, c'est dire que le diagnostic montre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites à travers nos actions. D'accord. Et parlant de ce diagnostic, par exemple, il faut dire qu'il y a le changement climatique. D'abord, les scientifiques, je disais tout à l'heure qu'ils ont fait leur boulot. Effectivement. Ils ont pu identifier 9 points. D'accord. Pour que la terre soit protégée. Allez-y, prenez chaque point et éclairez-nous. Bon, ok. Le premier point, d'abord, c'est le changement climatique. D'accord. Et il y a la concentration de CO2 et l'entretien des dérèglements thermiques. Le deuxième point, c'est l'érosion de la biodiversité. Et quand on parle de l'érosion de la biodiversité, c'est cette tendance baissière de la richesse spécifique, c'est-à-dire la richesse que la planète a
en termes du nombre d'espèces d'arbres, du nombre d'espèces de poissons, du nombre d'espèces d'insectes. Tout ça, ça chute. Ça chute. Eh ben, peut-être qu'on devient de plus en plus nombreux, donc on doit manger quand même, non? Ah, on doit manger, mais on doit se rappeler que nous aurons des enfants et nos enfants doivent avoir des enfants. Donc, le deuxième point, c'est le cycle de l'azote et du phosphore. Le troisième plutôt. Oui, le troisième, pardon. D'accord. Et du phosphore lié à l'usage intensif d'engrais chimiques qui saturent le sol et polluent. Engrais chimiques. Oui, engrais chimiques. On va y revenir. Hein. Le quatrième point, c'est le changement d'usage du sol. La déforestation pour les activités agricoles. Cette déforestation impacte négativement le sol. Il y a le cinquième point, le cycle de l'eau douce. Aujourd'hui, la quantité d'eau douce a fortement diminué. Eau douce, ça veut dire quoi? Eau douce, bon, c'est eau douce qui n'a pas de sel. c'est aussi simple que ça. Dont on a besoin. Dont on a besoin. Et l'humain a besoin beaucoup plus d'eau douce. Pour se laver, tu peux te laver de l'eau salée. Ouais. Bon, on va prendre un bain à la mer. Mais après, vous sentez les cristaux de sel sur la peau, donc il faut les nettoyer. Oui. Et se baigner dans la mer est beaucoup plus thérapeutique que d'usage quotidien. D'accord. Ouais. Il y a également le sixième point, la pollution chimique, introduction de nouvelles entités. Et quand on parle de nouvelles entités, il y a les sachets plastiques. Il y a également les pesticides et il y a les armes de destruction massive. Ça, ce sont des entités que la nature n'a pas prévues. Ceux qui flottent dans les airs, donc dans certaines régions. Qui sont venus perturber, sont déjà atteints du point de vue sur les 9. D'accord. Les 3 autres, il y a l'appauvrissement de la couche de zone stratosphérique. Et là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'actions en faveur de la protection de la couche d'ozone que ce point n'est pas encore atteint pour le moment. C'est pas trop critique. C'est critique, mais on doit y veiller. D'accord. Deuxième, le 8e, c'est l'acidification des océans. Ouais, l'océan absorbe environ 25% du CO2 émis par l'homme. D'accord. Donc, cette absorption combinée avec des actions de l'homme, notamment les sachets plastiques, les déchets, les ordures que nous déversons dans nos plans d'eau, tous les plans d'eau sont connectés à la mer. Tout à fait. In fine. D'accord. Et donc, tout ça acidifie la mer et compromet ses fonctions systémiques. C'est pour ça qu'on manque moins de poissons, on manque beaucoup plus. Ou bien... de toute façon, c'est une des causes. D'accord. C'est une des causes. L'acidification. Oui, l'acidification de la mer. Parce que chaque espèce de poisson a une limite de tolérance en matière de pH. D'accord. Et lorsque la mer ou l'écosystème aquatique est trop acide, ça devient défavorable pour la vie des organismes qui y vivent. Et le dernier point, c'est la charge en aérosol atmosphérique. Il s'agit des particules fines, des poussières, des fumées qui sont émises dans la nature. Et souvent quand on fait un long voyage et qu'on n'est pas sous climatiseur, bonjour après les dégâts. Vous remarquez d'abord sur votre visage, dans vos narines et tout. Exactement. Et c'est un paramètre que les scientifiques ont qu'est-ce que ça a à voir avec la Terre? Bon, d'abord la poussière. Oui. La poussière qui se promène dans la nature finit où? Sur la Terre? Naturellement. D'accord. Et ça pollue la Terre. Et il faut dire que ça pose également un problème de santé. D'accord. Ça pose un problème de santé. Les fumées, là. Aujourd'hui, c'est bien que le gouvernement a opté pour les motos qui ne fument plus. Et donc, les motos à 4 temps. À 4 temps. Et donc, si vous avez problème de santé, vous allez à l'hôpital. Et à l'hôpital, 80% de ce qui sera utilisé provient de la terre.
même les synthèses médicales, c'est parti des arbres. C'est parti de beaucoup d'éléments. Donc, et si vous n'êtes pas malade, vous n'irez pas. Et on ne peut pas utiliser ces éléments-là. Donc, c'est juste des petits éléments. Donc, il faut dire que si les trois éléments que j'ai cités dernièrement, en dernière position. Si ces trois limites sont encore là, et dans la zone de sécurité, elles restent sous haute surveillance, je l'ai dit, car elles sont étroitement liées au changement climatique. Et le changement climatique a été le premier point. Et donc, si on ne prend pas garde, tous ces 9 paramètres risquent de tomber dans la zone rouge, zone très très rouge. Et vraiment, ce serait négatif. Ce serait invivable pour nous qui sommes des locataires de la Terre aujourd'hui. Vous, en tant que scientifique, comment voyez-vous la situation de façon concrète ? De façon concrète, d'abord, si nous prenons ce que nous utilisons, nos pratiques quotidiennes, c'est ça. Nous sommes sous climatiseur ici. Et la climatisation a un effet sur la nature, parce que le système qui fonctionne, qui nous produit du froid, est issu d'une série de travail en amont, pour que son fonctionnement nous produise du froid. Et c'est justement lors déjà de la production de ce matériel qu'on dégrade la terre. On utilise les ressources naturelles pour le faire. Bon, maintenant, si toute la planète décide de ne pas vivre sous climatiseur, imaginez les ressources naturelles qu'on va protéger. Et donc, en dehors de ça, il faut dire que l'aliment, les effets de la destruction de la terre, de l'environnement, se ressentent sur la sécurité alimentaire. Parce que chaque culture a ses limites et ses conditions pour produire. Mais voilà que nous détruisons la terre au point où on a tout coupé et puis il ne pleut plus suffisamment. C'est ça. Sans la pluie, on ne peut pas avoir de la production agricole convenable. C'est vrai. Parce qu'on pourra pas, l'être humain ne peut pas aller arroser tout le temps, tout l'espace. Quel que soit le système d'irrigation que nous allons mettre en place, et ce système ne peut jamais égaler la pluie. C'est ça. Et en dehors de ça, si nous prenons au niveau de l'administration même, le fonctionnement de l'administration, il faut porter des habits, il y a des jours, il faut porter certains habits. La fois dernière, à Parakou, par exemple, on a vulgarisé nos tenues locales. D'accord. Et pour produire ces habits, il faut de l'arbre, il faut des éléments synthétiques tirés de la nature pour ces productions. Et donc, il faut dire que sur le plan scientifique, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire et les effets sont palpables. Aujourd'hui, on remercie Dieu qu'il y a eu une fine pluie qui a arrosé Cotonou et qui a permis un peu de fraîcheur. Sinon, soit tu dors sous ventilateur ou sous climatiseur. Vous voyez. Et donc, il faut que nos actions aillent vers la protection de la nature et réduisent l'exploitation des ressources naturelles. Alors, en termes de diagnostic, oui, je voudrais un peu revenir sur la situation au Bénin. D'accord. Il faut dire qu'il y a 4 points. D'accord. Sur lesquels je vais... Vous avez besoin d'insister. Oui, sur lesquels je vais insister. D'accord. Il y a l'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne peut plus être toujours à la roue pour produire. Mais l'usage massif d'intrants chimiques tels que les pesticides, les engrais de synthèse brise le cycle biologique
naturelle du sol. D'accord. Parce que dans le sol, il y a la vie, il y a les micro-organismes. Et la décomposition de la roche, mais des roches qui produisent de la terre, du sol sur lequel nous sommes, est un processus issu des micro-organismes du sol. D'accord. Vous voyez? Et donc, si on utilise trop les engrais chimiques et les pesticides, on détruit ces organismes qui jouent un rôle très important. D'accord. Il y a le labour intensif qui expose les sols à l'érosion, et il y a la monoculture également, c'est-à-dire... Donc, quand on laboure trop aussi, c'est un problème. Bien sûr. Chaque type de sol a sa zone de labour. D'accord. Lorsque vous dépassez cette zone, d'abord, vous n'aurez même plus la production escomptée. D'accord. Parce que lorsque vous faites du labour trop profond, la couche souterraine est moins riche en éléments nutritifs pour les plantes que la couche superficielle. Maintenant, lorsque vous faites du labour trop profond, vous ramenez cette couche pauvre-là à la surface. À la surface. Et vous retournez vous envoyez la partie riche. Et c'est beaucoup plus en profondeur. Beaucoup plus en profondeur. Et les racines n'ont pas assez à ça rapidement. Et si vous utilisez certaines cultures telles que le maïs, qui ont un système racinaire fasciculé, vous n'aurez pas ce qu'il faut. D'accord. Oui. D'accord. Il y a également la modification des paysages et de la biodiversité. Là, je suis sur le deuxième point. Je vais parler de 4 points. Ok. Et à ce niveau, il faut noter la déforestation et l'artificialisation des sols. C'est-à-dire que on prend les sols comme un robot. On dit, je dois avoir 20 tonnes à l'hectare. Alors que la capacité productive de ce sol, c'est à peine 5 tonnes à l'hectare. Et donc, vous transformez le sol en robot, on injecte tout ce qu'il faut de façon chimique pour avoir ce qu'on veut. Mais ça impacte négativement le sol. Il y a également la pollution à travers les nouvelles entités. J'avais parlé tantôt des sachets plastiques. Ces plastiques nuisent au sol. Ces sachets plastiques les experts en parlent. Vous dites tout. Même on a pris une loi par rapport aux sachets plastiques. Mais c'est du vent après. Non, ça va venir. C'est un processus de longue haleine. On ne va pas être fatigué de le dire. D'accord. On doit le dire. Donc on est toujours en mode sensibilisation là, c'est ça? Mode sensibilisation, je crois que bientôt la transition ira vers mode répression. D'accord. Mode répression. Vous savez que les sachets constituent une source d'inondation? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein. Il y a les pores au niveau du sol pour aspirer l'eau. Absorber l'eau. Oui. Mais ces sachets bouchent ces pores-là. Et donc, l'eau qui devrait alimenter la nappe phréatique n'arrive plus à l'atteindre. Et comme rien n'arrête l'eau, elle cherche un autre passage pour aller dans nos maisons. Et ceux qui construisent avant de faire leur fondation, ils étalent des sachets au sous-sol pour empêcher que l'eau remonte et tout ça. Donc, oui, c'est pas de bonne pratique. On retourne le dégât ailleurs, c'est Naturellement, on retourne le dégât ailleurs et on doit proscrire cela. Ce n'est pas du tout bien. Parce que Dieu a tout fait pour que l'homme vive heureux. Mais l'homme s'est compliqué la vie à travers ses actions quotidiennes. Sur l'exploitation de la nappe phréatique, aujourd'hui, il y a des activités qui nécessitent le pompage excessif de l'eau à des fins agricoles et industrielles. Cette utilisation, si elle n'est pas contrôlée, contribue également au déséquilibre de la terre.
D'accord. Oui. Donc, Avant de donner, hein, parce que dans le temps file, hein, avant de donner la parole donc aux auditeurs dans quelques minutes, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur le Bénin? Oui. D'abord, il faut dire de façon précise. Oui, la dégradation des terres a atteint environ 62%. 62%. Oui. De dégradation de terres au Bénin ici. Au Bénin. Ou bien à l'échelle mondiale. Non, je dis au Bénin. Au Bénin. 62%. Oui, déjà. Et chaque année, nous perdons plus. Vous exagérez peut-être ou bien? Je n'exagère pas. Bon. Dites-nous. Je vous laisse évoluer. Parce que vous avez dit 62%. C'est ça qui m'inquiète, moi. 62%. Non. Si tu veux, tu peux aller sur Internet. Ce que je dis là, c'est pas caché. Tape sur Internet, tape le niveau de dégradation de terre au Bénin. D'accord. C'est 62%. Le problème est que on ne se rend pas compte de cela. Parce que, bon, pour le moment, on va, on vient, on va qu'à nos activités. Apparemment, on se dit qu'il n'y a pas de problème. Mais nous ne pensons plus à l'après-nous. Au fait, c'est là tout le danger. Après nous, là, nos enfants... Après nous, c'est nous, en politique. Bon, il paraît que la famille n'avait pas marché. Ah bon? Maintenant, nous, on revient à la terre pour dire qu'après nous, il y a nos enfants. D'accord. Après nous, il y a nos enfants. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? C'est ça. J'irai plus loin. Okay. Chaque année, nous perdons 100 000 hectares. On perd. De sol, oui. On perd comment? De forêt, je veux comprendre. C'est-à-dire perte de forêt due à la déforestation. 100 000 hectares chaque année. C'est pour ça que le gouvernement s'est engagé. C'est pourquoi il fait chaud comme ça à côté de nous, c'est ça? Bon, c'est une des raisons. Ok. C'est une des raisons. Dans certaines localités du Bénin, où tout le monde crie qu'il fait chaud, mais vous allez dans ces endroits, vous n'avez pas autant chaud. Parce qu'il y a des arbres qui entourent, il y a des dispositions qui sont prises pour que la nature continue de nous servir. D'accord. Et au Bénin, bon, j'espère que tu ne me diras pas qu'il n'y a pas avancé du désert. Il a avancé. Bon, ok. Merci de reconnaître. J'espère que tu ne me diras pas qu'il n'y a pas érosion côtière. Non, il y a érosion côtière. Il y a érosion côtière. Tout ça là. Je vis même dans une zone où il y a l'érosion côtière. Merci. Donc, c'est la preuve que quand je dis nous perdons, et quand je dis 62% de l'espace du Bénin est atteint, c'est la preuve. D'accord. Il y a beaucoup de maisons qui se retrouvent dans la mer aujourd'hui. C'est ça. Dû au phénomène de l'érosion côtière. Et on remercie le gouvernement pour des actions qui sont en cours. Beaucoup d'actions sont en cours aujourd'hui pour protéger notre côte. Mais ça va continuer. Au nord, l'érosion et l'avancée du désert se vit au quotidien, avec l'insécurité qui se sale dans cette zone due au phénomène que vous connaissez bien. Il est difficile aujourd'hui, même si on veut mener des actions de protection pour aller planter dans cette zone, c'est pas facile. D'accord. Donc c'est des phénomènes qui menacent la protection de la terre. D'accord. Je vais demander un peu aux auditeurs de se patienter. Je vais grignoter 5 minutes sur leur temps d'intervention là. C'est pour que vous puissiez nous dire, en termes de législation, qu'est-ce qu'on peut retenir au Bénin pour la protection de la terre? D'abord, il faut retenir qu'au Bénin, la protection de la terre n'est pas seulement une affaire de volonté morale. C'est une obligation légale. Une obligation légale. Légale, encadrée par plusieurs textes, à commencer par notre Constitution. D'accord. Si vous prenez les articles 27, 28 et 29 de notre Constitution, les dispositions qui sont là protègent la terre. Ça parle du droit à la terre, du droit que l'État a, du devoir que l'État a à protéger et les individus. Ça parle de comment transporter certains produits chimiques pour ne pas polluer la terre, ainsi de suite. Donc c'est déjà dans la Constitution. D'accord. Toutes les modifications intervenues l'ont maintenu. D'accord. En dehors de ça, il y a également des lois. Il y a la loi 2017-15
modifiant et complétant la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier domanial. Il y a la loi portant code de l'environnement. Il y a la loi sur le régime des forêts. Il y a la loi portant interdiction et la production, importation et vente des sachets plastiques. D'accord. Donc, il faut dire qu'au Bénin, nous avons une bonne législation. D'accord. Et il reste des actions en faveur de la sensibilisation et de la vulgarisation de ces tests qui doivent être appuyés pour que tout le monde ait connaissance de ces tests qui existent. On dit nul n'est censé ignorer la loi. D'accord. Et au-delà de ça, il y a également les institutions qui sont mises en place. Si nous prenons la direction des eaux, forêts et chasse, la police de l'environnement, beaucoup de structures ont été mises en place pour protéger la terre au Bénin. D'accord. Et c'est à l'actif du gouvernement et de notre pays. Merci. Vous allez me permettre de donner la parole aux auditeurs qui vont poser des questions. Oui. Et on reviendra donc au plateau pour leurs réponses. Nous sommes bien entendu en train de parler aujourd'hui de la journée mondiale de la Terre, célébrée chaque 22 avril. Notre pouvoir, notre planète, et le standard est ouvert pour ceux qui veulent intervenir. Je vous rappelle les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour à votre invité. D'accord. Votre nom? Appelez-moi Abraham Goudonou. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Et bonjour l'invité. Bonjour, monsieur Abraham. J'espère que vous portez bien. Très très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Concernant la protection de la terre au Bénin, ne pensez-vous pas que nos terres au Bénin sont un peu mal protégées par rapport à la politique extérieure? Je veux parler surtout de l'occupation de nos terres anarchiques. Les gens ne font plus la distinction entre les terres agricoles et les terres habitables. Tout est morcelé et revendu. Prenez-les à la Dactori. C'était des greniers de l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est fini, pratiquement. Et concernant la déforestation, la politique de reforestation, la journée du 1er juin décrétée par le feu général Mathieu Kérékou, si j'ai bien bonne mémoire, en 75 ou 76, ne pensez-vous pas que ce processus-là est mal fait et n'est pas suivi? Parce que si c'était bien fait, je vous assure, depuis ce temps, notre pays serait le pays le plus vert de la sous-région. Concernant l'occupation des terres par les non-nationaux, les gens des pays environnants là, on dit qu'il y a des tests qui veillent à cela. Mais l'achat des terres au Bénin, quelle est la structure qui contrôle ça? Parce que nous voyons les ressortissants des pays acheter des terres chez nous. Qui va contrôler si là-bas les nationaux aussi, les nôtres aussi achètent des terres comme ça chez eux? Quelle est la structure qui contrôle? D'accord. Voilà mes quelques préoccupations ce matin. D'accord. Merci. Merci. Bonne journée à vous, Abraham Goudonou. Vous pouvez commencer à répondre à cette question de Abraham Goudonou pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Je remercie M. Goudonou pour ses questions plutôt. D'abord, la terre au Bénin, occupation anarchique, morcellement, vente. Il faut dire que cet aspect lié à la terre est encadré par les tests au Bénin. Si nous prenons la loi numéro 2017-15 modifiant et complétant la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, cette loi définit comment il faut utiliser rationnellement la terre. Il définit les conditions d'accès à la terre et encourage une exploitation qui ne compromet pas la valeur du patrimoine foncier. Et là, ça rejoint également sa troisième
préoccupations liées à l'achat de la terre par les expatriés. Et donc, dans cette loi, il y a les limitations liées à l'accaparement de la terre. Il encadre la vente des terres agricoles pour éviter leur détournement massif vers d'autres usages non productifs ou dégradants. Donc, c'est un aspect qui est très contrôlé au Bénin. Et donc, je crois que ceux qui vendent la terre ou ceux qui morcellent les terres doivent se référer à ce texte. Si ce n'est pas respecté, des actions peuvent être engagées. D'accord. Parce que c'est bien encadré. Ces préoccupations, il y a 2 de ces questions qui sont prises en charge par cette loi. Par rapport au 1er août, il faut dire qu'aujourd'hui, nous devons remercier le gouvernement pour... 1er août ou 1er juin 1er juin, pardon. D'accord. 1er juin, jour de l'arbre. C'est ça. Journée nationale de l'arbre. C'est une initiative louable. Et à travers cette journée, beaucoup de choses se font. Et aujourd'hui, l'État met l'accent sur la plantation et la protection des arbres. Il ne s'agit plus aujourd'hui de reboiser pour reboiser. Il faut reboiser, suivre, protéger, et jusqu'à ce que nous ayons de véritables arbres qui protègent notre environnement. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, pour ce que j'ai vu. Et donc, il revient à chaque sortie de s'inscrire dans cette logique de plantation, de suivi pour que l'objectif soit atteint. C'est une action de nous tous. D'accord. Merci bien. D'accord. On a quelques soucis techniques. On ne pourra plus prendre d'autres intervenants. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser la question ici. Oui. Comment sauvegarder la terre ? Parce que c'est une préoccupation pertinente. Oui. Comment sauvegarder la terre face aux conflits et aux armes chimiques ? Parce que vous dites que la terre est agressée. Comment on fait ? Oui, il faut d'abord dire que en cas de conflit, la terre est la première victime parce que toutes les bombes tombent sur la terre. Alors, il faut d'abord la biorestauration. Il faut utiliser des plantes et des micro-organismes capables de décontaminer le sol pollué par des agents chimiques. Il faut la préservation des semences, créer des banques de semences locales, comme ça se fait au Bénin, pour qu'en période de guerre, ces semences ne soient pas détruites, pour qu'on puisse restaurer l'environnement après la guerre. Il faut le renforcement du droit international, parce que la protection de l'environnement est désormais une question de sécurité mondiale. Et moi, je vais proposer qu'on reconnaisse le bombardement anarchique comme un crime, un écocide. Nous avons le génocide quand il s'agit des hommes, mais écocide quand il s'agit de l'écologie de la terre. Donc, pousser à la destruction délibérée de l'environnement en temps de guerre soit jugé par la Cour pénale internationale. Il faut également l'interdiction stricte des armes chimiques pendant la guerre. Voilà ce que je propose. Il faut également qu'il y ait une transition vers une économie de sobriété, je l'avais dit, parce que au fait, ces conflits sont nés de l'utilisation des ressources naturelles. C'est parce qu'il y a pétrole ici ou il y a terre, ressources naturelles quelque part, que les conflits naissent pour contrôler ces ressources-là. Donc si on dépend moins de ces ressources, je crois que les guerres vont aussi diminuer. En résumé, on sauvegarde la planète en soignant localement la terre pour qu'elle puisse survivre au choc, tout en exigeant globalement une justice qui punit la destruction de la nature comme un crime contre l'humanité. D'accord. Je vous sais donc, je l'ai annoncé sur ce plateau, votre spécialité c'est l'économie bleue et j'aimerais qu'on en parle également. Comment agir pour que on influence d'une manière positive
la Terre sur les écosystèmes aquatiques. Ok, merci. Il faut dire que l'influence des actions terrestres sur les écosystèmes aquatiques est un enjeu majeur de souveraineté et de sécurité. Les activités sur Terre transforment la vie sous l'eau et la production de poissons, c'est-à-dire les ressources halieutiques, à travers notamment la pollution. Les poissons des rivières et des océans que nous observons. Il faut dire qu'environ 80% de la pollution marine provient de la Terre. Aujourd'hui, nous avons des algues qui se développent au niveau de la mer et sont jetées vers la côte. Allez à la plage aujourd'hui où nous sommes en train de parler, vous allez voir la présence des algues mortes qui sont envoyées sur les plages par les vagues marines. Il y a également les plastiques, on ne cessera pas de le dire. Entre 19 et 23 millions de tonnes de plastique finissent dans la mer. Et ces plastiques sont parfois absorbés par les êtres vivants, les tortues, les poissons, et ça compromet leur vie. Et ça, c'est les actions de l'homme. Il faut dire que ces plastiques constituent également une source d'inondation, on l'avait dit. Il y a l'eutrophisation. Tout ce que nous faisons sur la terre, si je prends par exemple les engrais chimiques qui sont utilisés sur nos cultures, sont lessivés dans nos plans d'eau par l'eau de pluie. Et ce lessivage compromet la vie des poissons. Imaginez que à Dangbo, dans la vallée, on retrouve les traces des produits chimiques utilisés sur les engrais au nord. Comment c'est venu là? C'est à travers le fleuve Wémé qui prend sa source au nord. Donc ces éléments sont drainés d'abord par les zones de production dans le fleuve Wémé au nord et c'est venu jusqu'à Dangbo où on ne produit pas de coton. Vous voyez jusqu'où les actions de l'homme inhibent la vie des écosystèmes aquatiques. Donc, c'est un peu ça. Il y a la destruction de la mangrove dans les zones humides. La mangrove joue un rôle important pour la planète à travers la séquestration de carbone. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, on remercie le gouvernement qui a mis en place un projet, le projet mangrove, pour restaurer et réhabiliter tous ces écosystèmes de mangroves détruits. Et donc, il y a également une action, et ça s'observe au sud ici, c'est le système Akaja, que nos pêcheurs utilisent pour pêcher. C'est une mauvaise pratique, c'est interdit par les tests. C'est un système qui consiste à couper pour faire des packs dans l'eau, et ces packs libèrent des éléments nutritifs et attirent les poissons qui se réfugient. Après un temps, ils entourent avec le filet pour pêcher. Vous voyez, mais c'est une action de destruction de l'environnement. D'abord, en coupant les arbres autour, on expose les sols à l'érosion. Et lorsque les sols sont exposés à l'érosion, l'eau de pluie draine les sédiments dans l'eau qui contribuent au comblement du plan d'eau. Et après cela, nous avons les restes d'Akaja qui sont laissés dans l'eau et qui détruisent et contribuent au comblement. Pire, aujourd'hui, les pêcheurs mettent des pneus dans ces Akaja. C'est des actions de l'homme qui interviennent dans le milieu aquatique pour détruire l'environnement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. En somme, il faut sauvegarder la planète. Il faut que nous voyons les actions que nous menons pour que notre environnement soit protégé. Pour aller plus loin, les baisses de stock halieutique. Vous disiez tantôt que est-ce que ce sont les actions de l'homme qui font qu'on n'a pas de poissons dans les océans? Je peux dire oui. Oui, parce que lorsque les actions de l'homme défavorisent l'écosystème, ça contribue à la chute
de la production halieutique. La part des stocks de poissons exploités de manière durable est tombée à 62,3% aujourd'hui, dû à la pollution et à la destruction des côtes, qui aggrave la situation et rend vulnérables les populations de poissons qui, elles, sont déjà soumises à la surexploitation. Il y a le risque pour l'aquaculture. J'avais parlé tantôt de la pisciculture en cage flottante. Lorsque vous installez votre infrastructure piscicole pour élever du poisson et que quelqu'un jette un produit chimique quelque part, ça vient détruire votre production piscicole. Donc voilà autant d'actions de l'homme qui compromettent la vie et qui compromettent les actions en faveur de la production halieutique. D'accord. Alors, Dr Vieiraud, nous évoluons tout doucement dans cette émission. Oui. Et j'ai bien envie de vous demander cette fois-ci, quels sont les conseils pratiques pour une gestion durable de notre terre? Merci pour cette question. D'abord, il faut dire que pour remédier à la situation, c'est une responsabilité partagée. D'accord. Tout le monde a son mot à dire. Je vais commencer par les citoyens, les citoyens lambda, comme on le dit. Il faut adopter le principe des 3 R. 3 R? Oui. Allez-y, dites-nous. Réduire, le premier R. Réduire. Réutiliser. Et puis recycler. Si par exemple, je n'ai vraiment pas besoin de 10 kilos de maïs, par exemple, et que c'est de 5 kilos que j'ai besoin, il faut que je reste dans les limites de 5 pour donner la chance à d'autres et aussi pour permettre que ce qui est produit soit bien conservé. D'accord. Ça, c'est un aspect de la réduction. D'accord. Réduction de la consommation sans quand même tomber dans l'excès. Dans l'excès ou dans le négatif. D'accord. Le deuxième R, c'est réutiliser. À la place des sachets, par exemple, non biodégradables, il faut utiliser des sachets biodégradables. D'accord. À la place des sachets, on peut utiliser le panier. Le panier, tu prends ton panier, tu vas au marché, tu achètes. Que tu peux utiliser même une centaine de fois ou des milliers même si possible. Oui. Ce simple acte que tu poses, tu contribues déjà à la protection de l'environnement et de la terre. Il y a recycler. Bon, par erreur, j'ai déjà acheté le sachet. Je l'utilise, je le lave, je l'utilise plusieurs fois. C'est une forme de recyclage. Et s'il y a des usines... Je prends un exemple simple. Oui. Je vais au marché pour acheter. Oui. Au retour, je remarque que l'huile rouge a taché mon sachet. Oui. Au lieu de jeter ce sachet à la nature, je mets un peu de savon, je le nettoie et je lave et je sèche. Oui. Et c'est encore utilisable. Oui. Maintenant, il y a si à côté, il y a des usines de transformation qui utilisent des sachets, au lieu de jeter ce sachet dans la nature, il faut les mettre à la disposition de ces usines. À Parakou, par exemple, il y a des étudiants qui ont mis en place des systèmes pour transformer les boîtes, les bouteilles d'eau plastique en d'autres produits qui transforment des sachets en d'autres produits réutilisables. D'accord. Donc c'est des formes de recyclage. Il faut également consommer local parce que consommer des choses venues d'ailleurs, d'abord ça déséquilibre notre économie locale et puis ça contribue à la pollution. Ce qui est venu là, c'est un système de transport qui a été utilisé, c'est un système, toute une logistique derrière. Alors qu'on pouvait, en consommant local, empêcher ces choses-là. Il y a également la gestion rationnelle de l'eau. Je l'avais dit tantôt. D'accord. C'est des actions que nous devons
utiliser. Pour nos amis agriculteurs, là c'est mon domaine, il faut que nos agriculteurs nourrissent le sol avant de nourrir la plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le sol dans les conditions normales de production et nous aurons notre récolte. Nous aurons le rendement escompté. Donc si je me lève, j'arrose mon plant sans vraiment créer les conditions favorables en dessous, c'est que bon, non, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Oui. Si par exemple, au lieu d'utiliser tout le temps l'engrais, les engrais ne contribuent pas à la protection de la terre. Ça nourrit juste la plante et ça laisse la terre dans son état. Or, la terre va te dire, mais tu as nourri la plante, c'est très bien, mais tu m'as ignoré, donc tu n'auras pas ce que tu veux. Donc, il faut contribuer à la régénération du sol à travers l'utilisation des résidus de récolte, l'utilisation du compost, par exemple, pour reconstituer l'humus du sol. Et il faut également utiliser les pratiques d'agroforesterie. D'accord. Ce sont des pratiques qui combinent l'utilisation des systèmes naturels de production avec les systèmes modernes sans trop dégrader la terre. D'accord. Sur un état, par exemple, où tu veux faire du maïs, il ne faut pas détruire tous les arbres. Les normes disent qu'il faut laisser au moins 20 arbres sur cet état-là. C'est déjà des pratiques qu'il faut encourager. Au lieu d'utiliser des insecticides, on peut utiliser des plantes insectifuges. Ce sont des plantes qui chassent les insectes. Parce que le produit chimique que tu utilises pour détruire les insectes, ça va détruire les insectes, mais ça va détruire également les organismes vivants qui sont sous la terre. D'accord. Pour le cycle de l'azote, par exemple, pour la décomposition de l'azote dans le sol, et il y a des micro-organismes qui contribuent à ce phénomène. Mais lorsque vous utilisez des engrais chimiques, vous détruisez tous ces organismes vivants. Les vers de terre, ce sont des êtres vivants qui contribuent à l'ameublissement et à la richesse du sol. Mais quand vous utilisez les engrais chimiques ou les produits chimiques, vous les détruisez. Okay. Vous voyez, donc il y a les champignons qui sont dans le sol, qui contribuent à la vie dans le sol. D'accord. Donc il faut privilégier ces pratiques. Il faut également utiliser des plantes améliorantes. D'accord. Si je prends par exemple le niébé, notre haricot, c'est une légumineuse qui enrichit le sol. Si nous prenons les acacias, les arbres acacias qu'on peut planter partout, ce sont des essences forestières qui enrichissent le sol. Il faut que nous revenions à ces pratiques pour que, à travers nos actions, le sol soit protégé. Ouais. Et pour les sols trop dégradés, il faut appliquer l'assolement en rotation des cultures. L'assolement, c'est d'abord diviser son domaine de production en plusieurs parties que nous appelons sol, avec lui à la fin. D'accord. Et puis, la rotation, c'est que lorsque je produis sur une sol aujourd'hui, l'année prochaine, je vais sur une autre sol. D'accord. En changeant la culture. Okay. Il faut alterner les plantes épuisantes avec les plantes améliorantes. Il faut alterner les plantes à système racinaire profond avec les plantes à système racinaire fasciculé. Les systèmes racinaires, il y a des plantes qui nourrissent dans la surface, okay, et il y a des plantes qui se nourrissent en profondeur. Je prends par exemple l'igname. D'accord. Le yam va en profondeur. Okay. C'est pour ça que les gens fabriquent des buts pour leur production. Il faut, lorsque, après une production de yam, mettre le maïs. Mais si tu ramènes encore le yam, tu détruis le sol. C'est une mauvaise pratique. D'accord. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il y a également les plantes de couverture. Si je prends le mokuna ou le Centrosema pubescens, ce sont des plantes. C'est des noms scientifiques, oui, que nous ne maîtrisons pas. Ce sont des plantes, oui, qui protègent le sol. D'accord.
quand tu les mets, et elles sont des plantes rampantes et qui se développent, qui produisent des feuilles, qui se décomposent, et puis améliorent la fertilité du sol. Et donc, c'est des pratiques recommandées, surtout quand on a plusieurs sols où on peut échanger, aller d'un sol à une autre. C'est très bon de le faire. Il y a la jachère aussi, qui est une pratique améliorante du sol. Il faut éviter les feux de brousse. Là où les engrais détruisent, le feu aussi détruit quand on utilise les feux. Les gens font toujours recours à cette pratique-là? Bien sûr, dans certaines zones, les gens font toujours recours au feu de brousse. Et il y a même des campagnes. Il y a le feu en lui-même n'est pas mauvais. C'est la manière qui est mauvaise. C'est la manière. Il y a des feux précoces, il y a des feux tardifs. Ouais, donc il faut suivre le système mis en place pour. Donc ça a besoin quand même d'un coaching. Il faut accompagner les producteurs. Et ça se fait. Ça se fait à travers les techniciens des agences territoriales de développement agricole, les ATDA, et puis les DDAP, les directions du département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les producteurs sont bien encadrés. Et il faut maintenant respecter les lois de la fertilisation. Les lois de la fertilisation. Il y en a 5. D'abord, il faut dire qu'il y a la loi du minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque la plante a besoin de NPK, et 15, 10, 15, quand je dis 15 là, 15 kilos d'azote, N là, c'est azote. Azote, NP. Le P là, c'est du phosphore, et le K, c'est potassium. Voilà, NPK. 10, 15, 10. Ou bien 10, 15, 20. Mais lorsque vous apportez une formule de 15, 8, 7, ou bien 15, 8, 15 par exemple, la production va dépendre de l'élément 8 qui est au milieu là. La loi du minimum. Donc, cette loi, les agriculteurs doivent la connaître pour savoir quelle quantité de chaque élément il faut apporter pour satisfaire les besoins de la plante et obtenir le rendement qu'il faut. Il y a la loi des excédents moins que proportionnels. Et c'est une loi qui dit que lorsque tu apportes de l'engrais à une culture, lorsque elle atteint l'optimum, plus tu apportes de l'engrais, plus le rendement diminue. Et donc, sans connaître cette loi, tu vas dire, j'ai apporté 10 kilos cette année et j'ai eu 50 kilos. L'année prochaine, je vais apporter 100 pour avoir le double. Tu te trompes. Donc, allez-y sur les deux autres points parce que dans une minute, je vais vous demander de conclure. D'accord. Donc, il y a également la loi des interactions. C'est-à-dire, si ton sol est acide, quel que soit ce que tu vas apporter, tu n'auras rien parce que... Il faut aller régler d'abord le problème d'acidité. Oui, parce que l'absorption des éléments nutritifs dépend de la qualité du sol. Et si le sol est acide, l'absorption est impossible. Il faut connaître ça. Et il y a la loi de la spécificité. Si tu apportes l'engrais de manioc au riz, tu n'auras pas le rendement qu'il faut. Donc, il faut apporter à chaque culture les éléments nutritifs dont elle a besoin pour la production. Merci beaucoup. Votre mot de fin à présent. On est pris par le temps, donc certainement on reviendra pour d'autres occasions creuser donc la thématique de la protection de la nature et tout. Alors, votre mot de fin. Pour conclure, je dirais que la terre n'est pas un héritage de nos ancêtres. C'est un prêt de nos enfants. Chaque sachet plastique jeté par terre aujourd'hui est un poison
que nous laissons dans le champ de nos enfants. C'est clair pour vous? Ça, c'est très clair. Et donc, à partir de ce moment, nous devons agir pour la durabilité, pour les générations à venir. Nous devons savoir que nous allons passer, mais après nous, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants qui n'ont pas autre terre où rester, c'est sur la même terre. D'accord. Donc, nous devons protéger cette terre pour eux. D'accord. Tout en utilisant aujourd'hui, il faut qu'on se souvienne d'eux. D'accord. Si chaque fois on peut se souvenir de cela, on aura contribué à quelque chose. Et comme je l'ai dit au début, vouloir c'est pouvoir. Nous avons entre nos mains le pouvoir de protéger nos terres à travers nos actions quotidiennes. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Dr Christian Comlan Viaro, agro à l'UUT, directeur technique chargé de la promotion de l'économie bleue à l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aémé et ses chenaux, une agence sous tutelle du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Merci à vous pour votre disponibilité pour intervenir bien entendu sur cette émission Franc-Parler. À nouveau merci pour votre écoute également, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite au programme à chacun et à tous. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois.